depuis une décennie déjà. Et si vous êtes là, c'est pas parce que vous avez affaire avec les radiations, quoique transfert, on ne sait jamais, l'exposition qu'il y a maintenant, mais c'est simplement parce qu'il y a 5 ans, on avait commencé en ce lieu un cycle de lecture sur la correspondance de Freud, c'était à l'époque Freud-Jung, et vous voilà réunis pour cette deuxième série sur Freud-Ferenczi. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, et c'est toujours un plaisir d'accueillir d'autres gens qui font autre chose que ce que l'on fait d'habitude au quotidien. Bonne soirée. Dire un mot? Toi qui es présent. Alors voilà, on commence en remerciant Francesco Pagnese et la Fondation Claude Verdun de nous accueillir de nouveau après ces dernières années là, qui sont passées, le cycle Freud-Jung, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, c'est exceptionnellement à 20h. Normalement, c'est à 19h. La dernière conférence a été à 19h. La prochaine aussi sera à 19h. C'était pour une question logistique uniquement qu'on a dû déplacer vers 20h. Et donc, aujourd'hui, on va recevoir Jean-Daniel Matet, qui est psychanalyste, psychiatre, praticien hospitalier et responsable de l'unité clinique Jacques Lacan à Hyères, membre de l'école de la cause freudienne à Paris et qui vient d'être élu président de l'école de la cause freudienne. Donc il est aussi enseignant à la section clinique Paris-Île-de-France. Je corrige aussi le titre de votre exposé, puisqu'il a été coupé un peu par la moitié. C'est les inventions techniques de Ferenczi, reste du transfert, point d'interrogation. Donc la question principale sera les restes du transfert, dans quelle mesure. Je vous laisserai développer votre idée. Alors, Jean-Daniel Matet, nous a demandé de lire 2 lettres, une de Freud, une de Ferenczi, pour introduire la soirée, et puis ensuite il prendra la parole. Il faut dire que c'est une idée. Il faut juste dire que c'était une idée aussi de Francesco, qui trouvait que c'était bien pour mettre un peu dans l'atmosphère de la correspondance, qui, comme je vous l'ai dit, c'est un univers en soi. On rentre là-dedans. Et bon, 1000 lettres c'est beaucoup, mais enfin on entre là-dedans et c'est pour vous montrer un peu le style de commencer. Bon, alors on va lire chacun une lettre. Alors, à tel point que l'idée a été adoptée, la prochaine, lorsque Falseder viendra, probablement il y aura aussi quelques lettres introductoires que Falseder aura choisies. Alors c'est Freud, voilà. C'est Renato qui commence par accueillir justement un groupe brésilien. Donc c'est une lettre du 4 janvier 1928. Freud a écrit, toujours à Vienne, Bergasse 19. Cher ami, la poste d'hier a apporté 2 pièces rares. Une nouvelle de São Paulo au Brésil, un groupe psychanalytique s'est constitué là-bas qui va demander son admission dans l'international. Et votre lettre avec les vœux de Nouvel An que je vous retourne cordialement comme depuis 20 ans. Certes, nous sommes tous deux parfaitement conscients de l'impuissance de nos pensées et de la valeur de notre position psychique. Votre travail joint, que je vous renvoie ici, témoigne de cette maturité réfléchie que vous avez acquise au cours de ces dernières années et que personne n'approche. Le titre est excellent et mériterait de s'appliquer à quelque chose de plus. Donc le titre c'est l'élasticité de la technique psychanalytique. Car mes conseils sur la technique proposée en leur temps étaient surtout négatifs. Je considérais comme essentiel de faire ressortir ce qu'on ne doit pas faire, de mettre en lumière les tentations qui s'opposent à l'analyse.
Presque tout ce qui est à faire au sens positif, je l'ai abandonné au tact, entre guillemets, introduit par vous. Mais ce que j'ai obtenu ainsi, c'est que les obéissants n'ont pas pris note de l'élasticité de ces mises en garde et s'y sont soumis comme à des prescriptions ayant force de tabou. Il fallait une bonne fois réviser cela, sans lever les obligations, bien sûr. J'ai encore à objecter à votre travail, qui manifestement n'a place dans aucune autre revue que la nôtre, qu'il n'est pas 3 fois plus gros et ne se subdivise pas en 1, 2 et 3. Aucun doute que vous ayez encore beaucoup de choses semblables à dire, qu'il serait très agréable d'entendre. Aussi vrai que soit ce que vous dites du tact, aussi préoccupante me semble la permission sous cette forme. Tous ceux qui n'ont pas de tact y verront une justification du bon plaisir, c'est-à-dire du facteur subjectif, c'est-à-dire de l'influence des complexes personnels non maîtrisés. Ce que nous pratiquons, en réalité, est une évaluation le plus souvent préconsciente des différentes réactions que nous attendons de nos interventions. Tout dépend principalement de l'appréciation quantitative des facteurs dynamiques dans la situation. Des règles pour ces mesures ne se laissent naturellement pas donner. L'expérience et la normalité de l'analyste en décideront. Mais il faudrait, à l'intention des débutants, dépouiller le tact de son caractère mystique. Ce serait une belle propagande si vous écriviez des articles pour un journal médical allemand. Mais ceux-ci ne pourront pas être assez primaires, et cela, on le trouve d'habitude, soit très intéressant, soit très ennuyeux. Lettre jointe. Chez nous, rien de nouveau. Ma vieille mère, très vacillante, pendant un certain temps, s'est vaillamment remise. Avec mes vœux cordiaux pour vous et votre chère femme, et aussi pour vos nuits tout au long de l'année 1928, votre frère. Voilà, alors, Ferenczi. Alors, Ferenczi donc est à Budapest et il répond donc le 15 janvier 1928. Cher monsieur le professeur, la lettre personnelle adressée à moi ainsi que la circulaire qui a suivi sont bien arrivées. Grand merci pour les deux. Hier, à la séance de l'association, j'ai fait une conférence sur l'élasticité de la technique. Comme premier intervenant dans la discussion, vous avez figuré vous-même, présumant votre autorisation après coup. Je leur ai lu les passages de votre lettre relatifs à l'article. Comme réplique à vos remarques, je me suis employé à démontrer, et je n'ai pas eu trop de mal à le faire, qu'il n'y a pas de différence essentielle entre votre conception et la mienne. Je sais que vous m'avez dit à l'occasion que je m'appliquais beaucoup trop à réaliser une identité complète entre vos vues et les miennes. Je pense quand même que cette fois je suis dans le vrai. Le tact, tel que je le conçois, ne veut absolument pas être une concession au bon plaisir du facteur subjectif, encore moins favoriser l'influence des propres complexes non maîtrisés. J'exige au contraire le contrôle le plus rigoureux de ceux-ci. Je pense seulement qu'il faut tout d'abord se mettre à la place du patient, entrer dans ce qu'il ressent. Mais je suis entièrement de votre avis en ce qui concerne la topique de ce processus psychique. Cette empathie de l'analyste ne doit pas avoir lieu dans l'inconscient, mais dans le préconscient. Être correctement analysé correspond pour l'analyste à ce que vous appelez normalité. Si cette condition est réalisée, on est en mesure d'évaluer justement les différentes réactions, à savoir les siennes propres comme celles du patient, et prendre la décision adéquate. Pour finir, je vous ai aussi donné raison sur le fait que malgré toutes les mesures de précaution, un mauvais usage ne manquera pas de se produire, même avec ces conseils techniques. J'ai expressément prédit, après la période sadique active, la possibilité d'une période masochiste de l'analyse, contre laquelle j'ai mis nos membres en garde. Je vous demande à présent votre accord explicite,
m'autorisant à ajouter à ma publication les passages correspondants de votre lettre avec ma réponse. J'ai encore donné une autre petite contribution à la métapsychologie de l'analyse de caractère que je veux également joindre au texte. Le ton énergique de votre lettre à l'encontre des Américains m'a fait du bien. Ma réponse à Ophugen était délibérément un peu trop pleine de tact. Il faut que je vous confie à titre privé qu'un autre membre du groupe profane, un élève du docteur Pierce Clark, que le groupe n'a admis sur mon conseil que comme membre extraordinaire, est officiellement accusé de diverses choses véritablement infamantes. Pour s'en débarrasser, le groupe profane a décidé sa dissolution provisoire. Les quelques membres intègres, 6-7, pour la plupart formés par moi, poursuivent cependant leur rencontre et attendent le moment favorable pour se reconstituer. La persécution méthodique a donc réussi jusque-là. NB, un nettoyage de ce genre parmi les analystes médecins aurait probablement un succès au moins aussi grand. Accessoirement du fait de la dissolution, je tiens aussi pour un avantage que la présidente actuelle, Miss Butler, qui sur le plan scientifique n'a certainement pas les compétences nécessaires à ce rôle, disparaît officiellement de la scène. C'est une gentille personne, mais tout sauf une analyste représentative. Les bons vœux que vous m'avez adressés m'ont provisoirement pas fait leur preuve. Mon repos nocturne est toujours perturbé, ce qui me rend maussade et peu enclin au travail le jour. Entre-temps, vous avez parlé à Roy. Que pensez-vous de ces projets ? Nous attendons avec un extraordinaire plaisir la conférence de votre Anna en février. Avec mes salutations les plus cordiales, votre vieux Ferenczi, sachant qu'il a 17 ans de moins que Freud. Et je vous dirai après une lettre du même jour qu'il écrit à Ettingen et qui parle de la Suisse. On aura le temps à la fin, probablement. C'est une entrée fracassante. Docteur Jean-Daniel Maté. Il y a deux micros qui fonctionnent, c'est peut-être pas nécessaire. Peut-être on peut fermer celui-là. Monsieur, allez-y. On peut l'interrompre, oui. Tout à l'heure, oui. Bien. Alors déjà, effectivement, c'est intéressant d'entendre la lecture de ces lettres qui déjà nous mettent dans l'ambiance de la correspondance. Dans l'ambiance de la correspondance, du 3e tome de la correspondance, c'est-à-dire quand même on est vers la fin des relations entre Freud et Ferenczi. Ferenczi va mourir quelques années après, bien qu'il soit beaucoup plus jeune que Freud. Quand il dit qu'il est vieux, c'est pas pour rien, c'est qu'il est en très très mauvaise santé. Il a une anémie pernicieuse, comme il disait à l'époque, et effectivement, il en mourra en 1933. Parce que quand on a circulé un peu dans la correspondance, autant que ce soit possible, parce que non seulement je ne suis pas un spécialiste de Ferenczi, mais je l'ai lu avec plaisir, cette correspondance, mais on s'y perd. Il y a beaucoup de choses. Mais il y a des petits indices que je trouve amusants qu'on lit dans une correspondance. Par exemple, la manière dont ils s'adressent l'un à l'autre. Là, dans ces deux lettres, on a un cher ami de la part de Freud et on a un monsieur le professeur du côté de Ferenczi. Vous remarquerez, toute la correspondance n'est pas sur ce ton. Seulement le 3e tome, où Ferenczi s'adresse à Freud en lui disant du monsieur le professeur. Avant, il a appelé de différentes manières, mais pas toujours de la même manière. Freud, on va le voir aussi, l'appelle à cher ami à certains moments, et d'autres, il y a le passage succulent dont on va parler, où il l'appelle son fils. Hein. Et donc, véritablement, il y a des nuances qui effectivement se jouent tout au long de la correspondance, et des nuances auxquelles il faut être attentif, parce qu'ils traduisent la nature aussi de leur relation. Là, on a choisi un passage où finalement, ces deux lettres
on est dans un moment de calme relatif. Ce qui n'est pas du tout le cas tout au long de l'année 1928 et dans cette période où il y a de grandes périodes de fâcheries et qui sont des fâcheries qui tiennent aux relations de Ferenczi avec Freud et au désaccord de Ferenczi avec Freud sur un certain nombre de points, et de Freud avec Ferenczi aussi d'ailleurs. Et puis, comme vous l'avez vu, et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, on est un peu dans le journal des journées de l'école de la cause freudienne, c'est-à-dire qu'effectivement, on construit l'école en même temps alors c'est pas une école justement, mais on construit les affaires institutionnelles en même temps qu'on parle de soi, en même temps qu'on parle de son analyse, en même temps qu'on parle des transferts. Peut-être que là, il y a un ton qui effectivement est propre aux analysants et aux analystes, qui effectivement croisent des considérations sur leur vie sociale, sur les institutions qu'ils animent, sur leurs projets, leurs ambitions pour la psychanalyse, et puis aussi ce qui les fait sujet analysant, sujet divisé, sujet ayant des symptômes, sujet ayant des difficultés dans la vie, et tout ça se mêle. Donc je trouve que dans ces deux lettres, on a un petit peu ça. Alors quelquefois, ça évidemment, on est au contraire dans le tumulte. On est dans le tumulte des jugements, ou dans le tumulte des échanges entre Freud et Ferenczi. Dans les critiques, là, le ton est feutré. Ferenczi et Freud semblent, enfin en tout cas, Ferenczi fait beaucoup d'efforts pour penser qu'effectivement il est parvenu à être sur la même longueur d'onde que Freud. Et Dieu sait si pourtant, sur ces histoires de technique, on va voir comment le désaccord est assez profond. Alors, c'est intéressant de prendre deux lettres comme ça, non pas au hasard, mais qui ponctuent un peu cette période-là, parce que moi j'ai essayé à travers le titre que je vous ai proposé, les inventions techniques de Ferenczi, reste du transfert, j'ai essayé de partir d'une question. J'ai essayé de partir d'une question puisque je me suis demandé pourquoi finalement ces inventions techniques de Ferenczi, nombreuses, très sophistiquées pour les unes, très égarées pour d'autres, mais pourquoi ces inventions, et Dieu sait s'il s'est montré inventif, pourquoi effectivement Freud d'une part les avait pour beaucoup contestées, et en même temps qu'est-ce qui se jouait dans cette affaire avec Freud. Fallait donc et donc le terme même de reste du transfert est utilisé dans une des lettres de Freud comme effectivement ce qu'il en est à la fin de l'analyse ou dans l'analyse de ce qui ne s'analyse pas. Et là déjà on touche du doigt quelque chose qui va séparer Freud et Ferenczi de ce point de vue-là, sur la fin de l'analyse. Puisqu'effectivement on va y revenir, mais ils ont là-dessus un point de vue différent. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, à vrai dire, c'est que j'avais le sentiment diffus, sans l'avoir complètement établi, que Lacan s'était inspiré de Ferenczi. Et finalement, dans une première approche comme ça, c'était finalement à travers la manière dont Lacan intervenait auprès de ses analysants, dont Lacan pouvait parler très, très directement et simplement de la manière dont l'analyste fonctionne, la manière dont il a essayé de construire quelque chose dans sa lecture de Freud qui effectivement rendait compte à la fois de la pratique et de la théorie. Et il me semblait qu'il y avait quelque chose qui était emprunté à Ferenczi, mais je ne savais pas très bien comment et par quel chemin ça passait, et donc j'ai pensé utile de répondre à Marlène Bellilos quand elle m'a demandé de venir pour essayer de répondre à cette question-là. Parce que finalement, moi, c'est ça qui m'intéresse quand j'interviens quelque part. Je ne suis pas forcément spécialiste d'une question, mais j'accepte parce qu'effectivement, ça me permet de travailler un point ou un autre.
et que là, en l'occurrence, c'était ça qui m'intéressait. Alors évidemment, tout au long de cette correspondance, du transfert, des affects, des sentiments, de l'amitié, de l'amour, de l'agacement, de l'éloignement, de la persécution même, dans cette correspondance entre ces deux hommes, cette correspondance en regorge. Entre ces deux hommes, l'un Freud, plus âgé de 17 ans, comme on l'a vu, que Ferenczi. Mais, évidemment, on sait très bien que dans ces affaires, c'est pas l'âge chronologique qui compte, mais effectivement, là où chacun en est, avec la logique de son désir et la manière dont il le soutient. Freud lui-même, comme vous le savez, ça sera un moment important sans doute dans la manière dont Ferenczi le considérera. À partir de 1920, Freud est malade. Cette correspondance, donc, qui occupe ces 3 tomes, comme sans doute vous l'avez déjà aperçu, est traversée par de grandes questions. C'est ça qui, moi, me retient. Une des questions que j'ai retenues, c'est finalement quelle analyse Ferenczi a-t-il fait avec Freud? Question. Mais d'autre part, quel jugement Freud avait-il de l'analyse de Ferenczi et de ses inventions techniques? Je partirai donc de ces points-là pour arriver justement au point que j'évoquais tout à l'heure, de savoir comment Lacan a utilisé sa lecture de Ferenczi. Pour introduire ça, déjà, je dirais que Lacan, enfin on pourra en parler tout à l'heure, mais Lacan s'est intéressé à la psychanalyse et est entré, si je puis dire, dans la lecture de la psychanalyse par la psychose, tout le monde le sait. Ça veut dire, par la psychose, ça veut dire par les analystes qui se sont intéressés à la psychose. Je veux dire, c'est très clair dans ces citations. Quand on avait fait un colloque au Val-de-Grâce sur le jeune Lacan, c'était très intéressant parce qu'on avait lu, tous les textes du jeune Lacan, c'est-à-dire avant les complexes familiaux, c'est-à-dire le Lacan qui fait sa formation médicale, qui fait sa formation psychiatrique, et en circulant à travers ces textes, on avait vu à quel point progressivement les références aux analystes étaient celles des analystes qui effectivement s'intéressaient à la psychose, tout simplement parce qu'effectivement c'est comme ça que Lacan lui-même est rentré dans les questions cliniques, et que effectivement jusqu'au moment où lui-même fait son analyse, et qu'on peut situer effectivement, on peut situer son premier texte véritablement psychanalytique avec les complexes familiaux, c'est disons le moment où ça bascule. Jusque-là, les textes qu'il fait sont plutôt des textes sur, disons, une psychiatrie orientée par la psychanalyse. Donc on reviendra là-dessus, et sans doute Ferenczi entre-t-il dans ces préoccupations-là, bien qu'il les dépasse bien largement, puisqu'effectivement les questions sur la technique et les questions que Lacan trouvera chez Ferenczi ne sont pas seulement, bien entendu, des références à la psychose. Alors, Ferenczi rencontre la psychanalyse, on peut dire, avant le début de la correspondance, par la lecture de la Traumdeutung, et il écrit à Freud en 1908 dans un mouvement d'enthousiasme. Ce terme d'enthousiasme, on le trouvera commenté dans certaines lettres, dit par Ferenczi lui-même, et il rencontre la première fois avec le docteur Stein à l'initiative de Jung qu'il fréquentait alors. Ferenczi avait fait ses études de médecine à Vienne et connaissait bien donc l'ambiance universitaire et médicale de Vienne, qui à cette époque rayonnait sur cette partie de l'Europe centrale. C'est donc par la médecine, j'ai dit que Lacan était rentré par la psychiatrie, pour Ferenczi c'est par la médecine qu'il va y rentrer.
par son intérêt pour ce réel de la clinique, pour son approche de cet insupportable, de cet impossible à supporter, auquel il tentera d'apporter des réponses. Et c'est très intéressant de voir comment Ferenczi prendra véritablement l'appui sur les questions que sa pratique médicale lui posait pour commencer à entrer dans les questions analytiques. Il restera longtemps marqué par cette approche médicale de la clinique comme de la thérapeutique, mais pour autant, il contribuera par ses questions. Freud dit que c'est un questionneur exceptionnel, de la psychanalyse, contribuera donc par ses questions et par ses trouvailles à consolider et à diffuser la pratique psychanalytique. Vous savez que Ferenczi a analysé nombre de post-freudiens et certains se sont réclamés de lui comme étant des élèves de l'école hongroise, d'autres animés comme, selon le terme qu'il a utilisé lui-même, d'un transfert très négatif, ont effectivement pris des distances avec Ferenczi. Le premier d'entre eux, vous le savez sans doute, c'est Jones, qui effectivement a fait son analyse avec Ferenczi et qui, dès la fin de la correspondance, dit le plus grand mal de Ferenczi, avec lequel il est en opposition, et voit la rivalité entre Ferenczi et Jones auprès de Freud, l'un se plaignant de l'autre amèrement. On va voir comment, effectivement, le concours de Ferenczi à l'histoire de la psychanalyse, évidemment, va être imprégné de son rapport à lui au transfert. Et on voit bien que nos institutions analytiques, on va voir comment, on sait déjà comment Freud a résolu l'affaire, mais nos institutions analytiques sont forcément marquées par l'histoire analytique, par l'analyse de leurs fondateurs, par le rapport que ces fondateurs et que leurs élèves entretiennent, j'allais dire, au réel de leur cure, à ce qu'ils y ont rencontré, à comment leur analyse a commencé, elle s'est poursuivie et comment elle s'est terminée. On a, nous, la chance d'avoir eu Lacan qui, pendant des dizaines d'années, nous a fait un enseignement sur ces questions à travers son séminaire, et effectivement a eu à cœur, on peut dire, d'une certaine manière, de tenter de répondre à cette question, de nous proposer un nouage, non pas tant qu'il ait tellement parlé de son analyse, encore qu'il l'a fait à certains moments, mais qu'il nous ait proposé un nouage spécial entre effectivement ce qu'a été son analyse, ce qu'était son rapport à Freud, et les institutions qu'il a mis en place après les vicissitudes qu'il a connues avec l'IPA. Donc on a d'une certaine manière ce recul-là qu'on ne peut pas lire la correspondance Freud-Ferenczi sans évidemment avoir tout ça en tête, avoir cette approche lacanienne de l'institution psychanalytique et du transfert pour saisir un peu ce qu'il en a été pour ces deux-là. Alors, on peut dire que Ferenczi témoigne à plusieurs reprises de son embarras dans le maniement du transfert, et d'une certaine manière, on peut dire, d'une certaine précarité de son analyse, mais j'ai envie de dire qu'on retrouve là l'analyse des pionniers de la psychanalyse, de ceux qui à un endroit, j'ai envie de dire que ça reste d'actualité cette question, parce qu'effectivement quand l'analyse s'installe, quand des analystes commencent à travailler à un endroit, quand des analysants, j'ai envie de dire, commencent à travailler à un endroit où l'analyse n'existe pas,
J'ai en tête, il y a un collègue polonais qui est là, qui me rappelait qu'on s'était vu là-bas, j'ai en tête les moments où effectivement dans les premiers temps où pour ce qui était l'école européenne de développement, je suis allé en Pologne, et où effectivement les choses qui avaient connu la psychanalyse, les Polonais avaient connu la psychanalyse autrefois, mais ces dernières années, comme en Russie, comme dans les pays effectivement de ce qui était l'Europe de l'Est, effectivement la psychanalyse ça s'était perdu, enfin les références à Freud s'étaient perdues. Eh bien, les questions étaient tout le temps celles-là. Comment fait-on? Il n'y a pas d'analyste. Comment on fait pour s'analyser quand il n'y a pas d'analyste? Où on va? Alors effectivement, j'aimais alors rappeler qu'effectivement l'analyse suppose le transfert, et que le transfert, ça suppose effectivement de se bouger, de bouger les corps. Transférer, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire effectivement un transfert des corps. Et que donc, il faut qu'il y en ait 1, 2, 3 qui effectivement se déplacent. Et c'était vrai, ça a été vrai en Pologne, jusqu'à ce que des collègues qui parlaient le polonais soient venus eux-mêmes analyser en Pologne, mais c'est vrai dans tous les pays où finalement l'analyse a commencé à s'implanter. J'allais dire même dans toutes les régions où elle a commencé à s'implanter. Parce qu'en France, même si effectivement l'analyse a un certain développement, très souvent on cherche un analyste pour analyser dans telle ou telle ville, et puis on n'en trouve pas. On n'en trouve pas parce qu'il n'y en a pas. Donc effectivement, le jour où ça commencera dans cette ville-là, bien il faudra que celui qui va analyser là ait eu l'occasion de se déplacer. Et peut-être commencera-t-il à analyser en n'ayant pas tout à fait achevé sa formation. Et j'allais dire que pour les pionniers de la psychanalyse, on a vu comment finalement ils ont adopté les moyens du bord. Mais alors pour Ferenczi, la question peut se poser. Est-ce que réellement c'était les moyens du bord? Ou est-ce que finalement il a un peu reculé dans le fait d'aller voir Freud? Parce qu'il n'avait pas le choix, il n'y avait personne d'autre, il n'y avait personne à cette époque-là à Budapest, et il était installé. Et donc il fallait, la psychanalyse était débutante, on était dans les 10 premières années du XXe siècle, et il fallait effectivement à ce moment-là se déplacer à Vienne pour commencer son analyse. Alors on voit bien que sur le modèle qu'avait connu Freud avec Fliess, eh bien la correspondance joue un rôle tout à fait déterminant dans ces transferts avec ces sujets qui sont à distance. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'écrit, peut-être le retrouve-t-on là avec la facilité que nous avons aujourd'hui, mais l'écrit joue un rôle non négligeable dans le transfert de travail. J'utilise à dessein ce terme-là qu'a introduit Lacan dans son école sur le transfert de travail, justement comme probablement une réponse au reste du transfert, quand il s'agit effectivement d'étudier la psychanalyse, quand il s'agit de passer à l'analyste. Eh bien, quant au transfert de travail, ces échanges écrits ont beaucoup d'importance. Et on peut savoir gré à Jacques-Alain Miller d'avoir soutenu depuis maintenant de nombreuses années tous les moyens qui nous permettent d'échanger par écrit. Je me souviens de la campagne pour les fax. Ça paraît la préhistoire maintenant. Et puis après de la campagne pour les mails. Et maintenant on est à la campagne pour le tweet, etc. etc. Et il y a le Gigi et le Journal des Journées qui nous abreuvent de ces versions quasi quotidiennes d'un certain nombre de choses. Et on a envie d'écrire pour ça. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai eu envie. Alors que très souvent, je me traîne un peu en me disant oui, il faudrait que je fasse un article pour telle chose, il faudrait que je fasse un petit mot pour telle autre. Et bien là, spontanément, j'ai eu envie, et j'ai envie encore, d'envoyer des mots au Gigi pour qu'effectivement, on puisse échanger, Et donc, on peut dire que l'écrit, là, ça joue un rôle que peut-être la correspondance jouait à ce moment-là. Alors, évidemment, c'était différent puisque c'était la correspondance avec Freud. Alors, direz-vous, là, c'est la correspondance avec Jacques-Alain Miller, pour une part, c'est vrai. Sans doute, il y a des analogies. Mais il n'avait pas beaucoup d'autres moyens, si ce n'est, effectivement, de se déplacer. Alors, est-ce que Freud a encouragé ça?
Parce que finalement, c'est une question de savoir si l'analyse faite par écrit par ces hommes est une analyse. C'est une question. Est-ce que Freud a encouragé ça? Lui-même, Freud a fait son analyse avec Fliss par écrit. On le sait. Il n'a pratiquement pas rencontré. Enfin, il l'a rencontré quelques fois. Mais ce n'était pas des séances au sens où effectivement on l'entend. Il y a des échanges. Alors, Freud là-dessus a des remarques très précises auprès de Ferenczi. Il lui dit que, en particulier quand il a commencé en 1916, la première période où Ferenczi va voir Freud pour 15 jours, 3 semaines, c'est court. Mais en 1916, il va faire plusieurs séjours auprès de Freud. Eh bien, Ferenczi se précipite. Il faut dire que les conditions étaient spéciales. Ferenczi avait commencé en 1914, je crois, à aller voir Freud une semaine. Et puis, ou 10 jours. Et puis, rapidement, il est mobilisé, c'est la guerre. Et donc, voilà, il ne peut plus aller voir son analyste. En 1916, il a des permissions. Et donc, il va voir Freud dans ses permissions. Et entre-temps, à peine avait-il vu Freud dans un premier temps qu'il commence à écrire comme un fou, à envoyer des lettres, etc., et à s'auto-analyser. Et Freud lui dit, c'est assez troublant, Freud lui dit non, on ne peut pas s'auto-analyser et s'analyser en même temps. Ça n'est pas possible, c'est incompatible. On ne peut pas aller voir quelqu'un pour faire une analyse et en même temps s'auto-analyser. Alors arrêtez ça tout de suite. On verra que Freud donne comme ça des indications très précises à Ferenczi. Il est très interventionniste avec Ferenczi. Plus d'une fois, il lui dira « Arrêtez ça ». J'allais dire jusqu'à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, on a l'impression que c'est un peu compassionnel. Mais effectivement, quand Ferenczi continue à vouloir écrire sur la technique, Freud lui dit « Ça suffit, arrêtez ça tout de suite ». Bon, donc... c'est intéressant de voir quels sont les échanges entre ces hommes pour voir effectivement à quel point la passion qui a pris Ferenczi pour la psychanalyse l'entraîne dans cette tentative de poursuivre ce que sont ces séances par l'auto-analyse. Mais on peut se poser une question. Est-ce que finalement cette passion auto-analytique n'était pas elle-même, et c'est à mon sens le sens de l'interprétation de Freud, une résistance au transfert, une réticence effectivement à s'adresser à Freud. Je crois que à plusieurs reprises il en est question dans la correspondance. Et en tout cas, je trouve que cette opposition marquée par Freud entre l'auto-analyse et ce qui fait l'analyse avec quelqu'un me paraît une distinction tout à fait contemporaine et moderne, et que le transfert suppose l'implication, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une parole auprès d'un autre, suppose l'engagement du corps et suppose de faire cet autre qu'on appelle l'analyste le support de la parole qu'on lui adresse, de ses associations, en même temps que celui-là se fait le siège de l'interprétation. Alors, évidemment, il y a un moment très difficile des échanges entre Freud et Ferenczi, une sorte d'affolement du transfert. C'est le moment très riche où effectivement Ferenczi a pris en analyse la fille de son ami Gisela, qui n'est pas encore sa femme, qui n'est pas encore sa maîtresse même, je crois. Et donc il a pris cette jeune fille en analyse et il devient amoureux de cette jeune fille au point de vouloir l'épouser. La chose est complexe et vous comprendrez bien que vous avez entendu tout à l'heure comment lui-même, Ferenczi, considère que
effectivement il y a des limites dans la pratique qui imposent à l'analyste en tout cas de respecter effectivement une neutralité à l'égard de ses patients et de ses patientes. C'est-à-dire qu'effectivement l'amour de transfert, c'est un vrai amour au sens effectivement de sa définition, mais je veux dire que ça reste un amour de transfert que dans la mesure où effectivement il ne s'accompagne pas d'un passage à l'acte, où il ne s'accompagne pas effectivement d'un engagement dans la vie ordinaire, en dehors des séances, d'un engagement amoureux. Et quand c'est arrivé un certain nombre de fois, évidemment, les analystes conséquents ont quitté leur place d'analyste, et c'est ce que fait Ferenczi, puisqu'il adresse la jeune Emma à Freud, à un moment donné. Il l'adresse à Freud dans un mouvement un peu trouble, puisqu'effectivement, à la fois, il lui adresse pour poursuivre l'analyse, mais aussi pour que, effectivement, il lui dise quels sont les réels sentiments de la jeune fille à son égard. Hein. Donc, c'est un peu confus comme position. Et d'autre part, il est pris dans une difficulté avec Gisela, qui est une femme plus âgée que lui, qu'il finira par épouser, dans une difficulté où, effectivement, Gisela, qui trouve le soutien de Freud à un moment donné, effectivement, supporte ce qui se passe entre Ferenczi et sa propre fille, mais évidemment demande à Ferenczi de savoir ce qu'il veut dans cette affaire. Il n'épousera pas donc la jeune fille et d'une certaine manière en rendra Freud pour toujours responsable, bien que alors il y a un certain nombre de notations où on a le sentiment d'un renoncement qui pèsera sur l'humeur, qui pèsera définitivement sur l'humeur de Ferenczi. Ferenczi se montre très responsable, très raisonnable après dans le traitement de ses amours avec Gisela. Et il s'en sort en considérant le caractère pathologique de la relation qu'il avait avec la jeune Elma. Alors au-delà de ça, ce qui occupe une partie importante des échanges entre Freud et Ferenczi, où effectivement Freud a des notations tout à fait intéressantes, contemporaines, où il dit par exemple à Ferenczi: on ne peut pas conseiller quelqu'un sur le choix de son partenaire ou sur le choix de son conjoint. Intéressant. Je veux dire que effectivement ça rejoint les pratiques que nous avons, mais il y a beaucoup de patients je pensais à un patient en particulier qui me priait, me suppliait de lui dire ce qu'il devait faire, s'il devait rester avec cette femme qui le trahissait, etc., ou au contraire s'il devait la quitter. Et effectivement, je lui avais dit: je ne peux pas vous donner de conseils. Et j'étais content de voir que Freud avait dit la même chose à Ferenczi. Je ne l'avais pas lu avant. Alors, j'ai souhaité interroger la nature du transfert qui se fait jour dans cette correspondance pour tenter de répondre à cette... à ce qu'a été l'analyse de Ferenczi. Alors vous savez que pour les uns, cette analyse, ça a été les quelques moments où il a rencontré Freud. C'est-à-dire une semaine en 14 et quelques semaines en 1916, des semaines entrecoupées. Alors où, effectivement, dans l'enthousiasme d'un jeune analysant, Ferenczi témoigne des transformations, de la rectification subjective et de l'évolution de ses symptômes. Il semble effectivement que l'analyse ait produit des effets très sensibles. Il en donne des détails, y compris dans sa vie amoureuse, dans sa vie sexuelle, et il en donne des détails extrêmement précis à Freud.
qui ne répond pas sur ce point. Alors la question est de savoir si l'analyse de Ferenczi, c'est ça, ce sont ces quelques mois, ou si ce sont les 25 ans de correspondance, 1280 lettres avec Freud. Quelqu'un comme Suzanne Hommel, qui avait écrit un article dans Ornicard, 35, avait effectivement pris le parti de considérer, comme d'ailleurs la traductrice de Ferenczi, Madame Dupont, son prénom c'est Judith Dupont, comme Judith Dupont, de considérer que ce sont évidemment les 25 ans de correspondance qui font la psychanalyse de Ferenczi. La discussion reste ouverte. La discussion reste ouverte, même si effectivement il est clair que cette correspondance a évidemment alimenté un transfert qui ne s'est pas épuisé entre Ferenczi et Freud. Ferenczi, cet homme authentique, épris de vérité, dont les trouvailles techniques sont loin de rencontrer l'assentiment de Freud. Donc je le disais, peut-on faire son analyse par écrit? Alors, c'est une question que pose cette correspondance, mais elle n'est pas la première, puisque Freud lui-même avait longuement échangé avec Fliss dans un exercice qui s'apparente à l'auto-analyse, pour ce qu'il en est de l'absence d'interprétation extemporanée, peut-on dire, mais qui s'adresse à un autre, qui répond, et qui se rapproche de ce fait-là du dispositif de l'analyse. Toutefois, le transfert y trouve là des particularités dont l'analyse avec confrontation des corps diffère largement. En effet, la confrontation des corps permet la bonne distance, les allées et venues, les interprétations de l'attitude de l'analyste, qui alimentent le transfert, mais aussi permettent d'en limiter les effets. Un geste, un mot, une parole interviennent dans le cours même de ce transfert, ce qu'on ne trouve pas dans l'échange écrit. Peut-être même cette limite qui se joue dans le transfert, qui est à la fois ce qui est indispensable au déroulement de l'analyse, mais comme vous le savez, qui en est en même temps son principal obstacle, eh bien effectivement, c'est peut-être cette mise en jeu, c'est sûrement même cette mise en jeu des corps, qui va rendre possible quelque chose, en tout cas, si on veut bien suivre Lacan, quelque chose d'une fin possible. Il n'est qu'à entendre, par exemple, le témoignage du seul AE actuel de l'école de la cause freudienne, Bernard Sénave, pour comprendre comment, effectivement, cette question s'est jouée pour lui, entre ses rêves, ou effectivement, les questions du corps, son analyse, ses inhibitions, et en même temps la fonction paternelle telle qu'elle s'est jouée dans son histoire, telle qu'il en témoigne. Alors, la question qui se pose, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que ce sont les obstacles matériels qui ont empêché Ferenczi de poursuivre sa cure? Est-ce que c'est sa propre résistance? Ce qui apparaît, c'est que, en tout cas, la correspondance témoigne de quelque chose qui va s'éterniser du transfert. Et on peut dire d'une satisfaction de Ferenczi, d'une satisfaction au sens, on pourrait dire, de la jouissance, d'une satisfaction de Ferenczi à ne pas renoncer à ce qui se joue dans ce transfert. Puisque finalement, vous savez que Lacan et Freud, effectivement, l'ont souligné, finalement, la fin d'une analyse, c'est d'abord le moment où, effectivement, on ne va plus voir son analyste. Même si, effectivement, ça ne réduit pas l'ensemble de la question à simplement cet état de fait. Mais ça signale quelque chose
effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête. Or, évidemment, dans la correspondance, avec le rythme des échanges, avec les lettres qu'on attend, avec les lettres qu'on reçoit, avec les lettres qui ne viennent pas, avec les lettres qui, au contraire, les réponses qui arrivent rapidement, il y a là une modalité d'un rapport au temps logique qui n'est pas le même que celui des séances, avec leur régularité, leur ponctualité éventuelle, le rapport au temps qui est en jeu dans cette affaire. On peut lire dans la correspondance à quel point, oh là là, je ne vais pas mettre longtemps, à quel point, jusqu'à quelle heure on dispose, on est jusqu'à, je peux parler quoi, une demi-heure encore? Ça va? Ou c'est trop? Peut-être laisser une quinzaine de minutes pour un départ. C'est jusqu'à quelle heure normalement? Jusqu'à quelle heure sommes-nous? On devrait arrêter vers 9h30. À 9h30. Donc, bon, ça fait rien, je vais dire ce que je peux. Je vais m'arrêter donc dans 10 minutes, un quart d'heure. Donc, oui, donc ce transfert traversé par les vicissitudes de la vie économique, de la guerre, des conditions, etc., de la vie amoureuse, et puis de la maladie des protagonistes aussi, jusqu'à la mort de Ferenczi, qui d'ailleurs n'arrête pas le commentaire de Freud, puisque vous savez que, en particulier, un des commentaires importants, c'est celui qui est dans l'analyse finie infinie, où effectivement il reprend avec une certaine bienveillance la considération sur l'œuvre de Ferenczi, alors même qu'au moment de sa mort, peut-être un peu chauffé, excusez-moi la vulgarité du terme, mais un peu chauffé par Jones, il considérait que Ferenczi déconnait largement. Il est probable, je vais un peu vite là parce que effectivement ça ne fait pas beaucoup de temps, il est probable que Freud a pensé à un moment donné, s'est posé la question d'un déclenchement chez Ferenczi. Pourquoi? D'un déclenchement d'une psychose, d'un déclenchement d'une interprétation délirante. Sur quoi? Sur évidemment la certitude qui était celle de Ferenczi quant au bien fondé de ses propositions techniques, et en particulier de la technique active. Mais Jones était vraiment mal placé, qui avait été l'analyse de Ferenczi, ou trop bien placé pour effectivement ne pas prendre en compte son transfert négatif à son endroit, et pour considérer que Ferenczi délirait. Je crois que, en tout cas, s'il y a quelque chose qui peut alimenter cette dimension des choses, c'est effectivement la passion qui est dans le transfert avec Freud. Et la passion, c'est l'interprétation, c'est les fâcheries, c'est les bouderies, c'est la manière dont Ferenczi se sent visé. Mais après tout, dans le transfert, est-ce que c'est pas ça? On est visé effectivement par l'autre qui est l'analyste. On est visé. Je disais récemment, ce faux ami qui ne vous veut pas du bien, en parlant de l'analyste. C'est vrai qu'il y a un côté comme ça. Il y a un côté, mais qu'est-ce qu'il me veut? D'accord, je suis allé le voir, lui demander quelque chose, mais quand même, qu'est-ce qu'il me veut? Bon. Et donc, cette dimension des choses est très présente dans le transfert de Ferenczi à Freud, et d'autant que Freud n'a pas ménagé ses critiques à Ferenczi, et en particulier sur la technique active. Et il lui dit, ça suffit comme ça. Il lui dit, quasiment, à certains moments, votre truc est délirant, tenez-vous bien. Autrement dit, tenez-vous bien, c'est-à-dire, vous ne respectez pas la neutralité analytique, vous vous engagez auprès de vos patients, soi-disant avec tact, mais c'est pas du tout ça. En fait, vous y allez avec quelque chose qui n'a rien à voir avec de la discrétion, qui effectivement est une transgression, finalement, de la neutralité à laquelle l'analyse doit se tenir. Et, évidemment, on voit bien, à certains moments en particulier, à un moment donné, Ferenczi dit, je vais partir en vacances, alors ça se faisait beaucoup à l'époque, j'emmène 2 patients.
Effectivement, d'une part, il fallait continuer. Non, mais c'était pas, il faut pas l'entendre comme je vais à la mer avec 2 patients, je l'emmène à la plage. C'est pas tout à fait ça. Je pars en vacances, donc je propose à 2 patients de me suivre. Puisqu'effectivement, d'une part, il fallait qu'ils continuent à travailler parce que la nécessité économique faisait loi. Et puis, il fallait, bon, et il propose à Sokolnika. Et Freud lui dit arrêtez ça tout de suite. Parce qu'effectivement, de Sokolnika, il s'était plaint à de nombreuses reprises. Elle était déchaînée, elle était un peu érotomane, en tout cas dans le transfert. Elle était insupportable, elle lui faisait des scènes à tout propos. Et lui, Ferenczi, justement, selon sa technique on gratifie toujours un peu plus le patient et on est très gentil avec lui, etc. Il voulait emmener Sokolnika. Alors Freud lui dit ça suffit comme ça, vous ne l'emmenez pas. C'est pour dire effectivement que Freud intervenait très vivement, y compris après tout ce que Ferenczi lui demandait. Le fond du transfert, évidemment, qui lie Ferenczi à Freud, semble se résumer dans la quête d'un amour paternel, d'un amour de reconnaissance, et dans la rivalité fraternelle que Ferenczi va entretenir avec un certain nombre d'analystes de son temps. Il y a des scènes... mais très tard, même encore dans cette année 1928, il y a Brill qui intervient dans une relation, plutôt Ferenczi rencontre Freud, et il y a Brill qui est là. Il est là parce qu'effectivement, il semble qu'ils aient, d'une certaine manière, c'est au moment où Ferenczi est très critiqué pour sa technique, pour ses textes, et Freud demande continue un échange qui avait eu lieu avec Brill, et ils se retrouvent tous les 3. Ferenczi est dans une colère absolument inouïe, et il est dans une rage rivalitaire absolument totale. Et c'est pas le seul exemple. À de nombreuses reprises, il fait des scènes à Freud parce qu'effectivement, Freud laisse la place à d'autres analysants que lui. Voilà. Alors. Vous savez l'histoire de Ferenczi, enfin ce qu'on sait en tout cas de son histoire familiale. Il est un des nombreux enfants de sa famille, je crois qu'ils étaient 8. Il est je sais pas, dans les derniers, je crois. Il était le préféré du père, d'après lui, et il perd son père. Son père meurt quand il a 15 ans. Ça restera comme ça quelque chose qui va projeter sur Freud, donc son aîné, et qui va alimenter en tout cas un des ressorts du transfert à Freud, et un des ressorts et en même temps la limite du transfert à Freud, puisqu'effectivement en 1920, quand il va rencontrer Grodek, il va s'épancher auprès de lui pour dire qu'effectivement il y a quelque chose d'impossible avec Freud. Il y a quelque chose d'impossible parce qu'effectivement Freud s'adresse à lui comme à un fils, ou plutôt comme un père à un fils, et que ça n'a rien changé pour lui, qu'il n'est pas arrivé à faire bouger quelque chose de ce complexe-là, et qu'il se retrouve toujours dans la même problématique. C'est quoi la problématique ? La problématique, c'est effectivement la difficulté que Ferenczi éprouvait finalement à une certaine autonomie de jugement, à une certaine indépendance quant à ses prises de décision. Et donc, les hypothèses faites autour d'ailleurs de cette référence de cette rencontre avec Grodek, où effectivement il apparaît plutôt là du coup comme un transfert plus maternel avec Grodek. Grodek d'ailleurs qui dans un premier temps reçoit la considération de Freud, mais au fur et à mesure où Freud commence à critiquer Grodek, Ferenczi, l'amour ou l'intérêt de Ferenczi pour Grodek grandit, au point qu'effectivement, on peut dire que Ferenczi retrouve avec Grodek quelque chose qu'il avait laissé dans son intérêt pour la clinique médicale et qu'il retrouve à travers la psychosomatique et qui va l'occuper dans la fin de sa vie. Voilà. Oui, je vous ai dit en commençant que d'ailleurs la manière dont Freud va essayer d'interpréter ce transfert
de Ferenczi à lui passe par des détails comme, par exemple, le fait de l'appeler mon fils. Alors, c'est très drôle parce qu'à un moment donné, mon cher fils. Alors effectivement, on voit que Ferenczi est un peu surpris et Freud écrit et je continuerai tant qu'effectivement vous ne m'aurez pas répondu de la bonne manière, c'est-à-dire tant que vous ne serez pas opposé à ça. Freud cherche tous les moyens pour provoquer chez Ferenczi un peu de colère qui serait une colère séparatrice, qui serait une tentative de séparer de ça. Et finalement, on comprend la difficulté. Freud est l'inventeur de la psychanalyse. Et effectivement, son analyse avec Freud, c'est pas facile, parce qu'il faut effectivement imaginer qu'on puisse se séparer, qu'on puisse aller au bout d'un transfert avec l'inventeur de la psychanalyse sans se séparer de l'inventeur lui-même ou de la psychanalyse. Donc on comprend que ce soit compliqué. Quand même, c'est pas aussi simple que de dire s'il n'a pas réglé son complexe avec papa. C'est un peu plus compliqué que ça. Et donc on le conçoit là, comment ça s'imbrique et comment c'est difficile. Voilà. Alors. On peut dire que le fond théorique sur lequel s'appuie Ferenczi, cet homme libre, authentique, comme le dira Lacan, pour défendre ses innovations techniques, ce fond théorique ne semble pas tout à fait à la hauteur, à certains moments, de l'ambition novatrice que Ferenczi a sur le plan technique. Cette ambition, elle est tantôt déchaînée, tantôt contrainte, et elle se déploie, à mon sens, c'était ça l'idée que j'avais eue, qu'elle se déploie sur le fond des liens transférentiels qui apparaissent si nettement dans cette correspondance entre Freud et Ferenczi, depuis son initiation à la psychanalyse jusqu'à sa mort. Voilà. Je vais passer très, très rapidement, peut-être pour reprendre chez Lacan 2 ou 3 points, effectivement, de ce qui a fait son intérêt pour Ferenczi, puisque il y a un article que je vous recommande, peut-être vous l'avez voulu, d'Alain Merlet dans Ornicart 35, qui est très bien fait sur cette question. Il y a cet Ornicart 35 sur les rapports de Ferenczi et de Freud, sur les rapports de Lacan avec Ferenczi, sont tout à fait intéressants. Donc ce terme d'authenticité qui dit bien le rapport de Ferenczi à la vérité est utilisé par Lacan dans Variante de la cure type à propos de Balint, qui fut un élève de Ferenczi. L'école d'authenticité de Ferenczi, dit-il. Dans un autre article des écrits du sujet enfin en question, Lacan maintient ce terme d'authentique en évoquant le plus authentique interrogateur de sa responsabilité de thérapeute. Je trouve qu'effectivement, là, Lacan, il a bien dit les choses, comme souvent. Mais effectivement, je crois que ce qui est extrêmement précieux chez Ferenczi, et dont on peut dire qu'il est de ce point de vue-là un modèle du genre, c'est effectivement la manière dont il n'a pas cessé d'interroger pas seulement les questions du transfert qui le lient à un, mais les conditions de sa pratique. Même si effectivement il a à certains moments pris des libertés par rapport à ce qui était la règle fondamentale, la première règle fondamentale fixée par Freud, qui est effectivement l'association libre, la neutralité de l'analyste et le fait de venir à ses séances. Enfin, la neutralité de l'analyste, c'est même pas précisé, elle est déduite du point précédent. Vous savez que Ferenczi, justement, proposera une deuxième règle fondamentale, d'une certaine manière, qui est celle que tout analyste doit avoir fait une analyse. C'est lui qui a introduit ça. Et quand même, c'est assez incroyable quand on voit par où il est passé lui-même.
Hein. Mais ça a d'autant plus de prix qu'effectivement il était convaincu qu'on ne peut pas amener convenablement en cure avec un analysant si soi-même on n'a pas fait convenablement, effectivement, et jusqu'à son terme, une psychanalyse. Vous voyez que sur ce point, on peut dire que Lacan a repris ça, je veux dire, avec force. Non pas que Freud ne le disait pas, mais Lacan en a, on peut dire, fait la théorie de cette affaire-là. Hein, et fait la théorie jusqu'à la passe. Hein, jusqu'à la passe, c'est-à-dire effectivement pour tenter de saisir quelque chose de ce moment de fin d'analyse et de passage à l'analyste. Dans les deux textes qui se répondent, Variante de la cure type et la direction de la cure, et les principes de son pouvoir, Lacan n'a cessé de louer Ferenczi pour avoir mis l'accent sur l'acte même de l'analyste, avec ce que cela requiert de l'effacement du moi de l'analyste. 2 paragraphes de ces 2 textes correspondent, du moi dans l'analyse et de sa fin chez l'analyste, dans les variantes de la cure type, et comment agir avec son être dans la direction de la cure. Le moi de l'analyste doit s'effacer, ce qui nécessite que l'analyste ait été analysé, principe que Ferenczi donc a porté au rang d'une deuxième règle fondamentale. Dans un texte qui s'appelle La fin de l'analyse et qui avait été publié dans un autre ornicard, le ornicard 12-13, dans sa traduction. Il s'agit donc de repérer cet effacement à la place qui résulte du contre-coup du désarroi qui s'origine de l'acte analytique lui-même, nous dit Lacan. Lacan loue Ferenczi donc d'avoir été l'auteur de la première génération le plus pertinent à questionner ce qui est requis de la personne de l'analyste, et notamment pour la fin du traitement. Hein, vous trouvez ça dans le texte sur l'élasticité de la technique, et donc qui est repris par Lacan dans les écrits à la page 340, dans son lumineux article sur l'élasticité psychanalytique en 1928. Ferenczi s'exprime dans ces termes et Lacan cite, je ne vais pas le faire là. Hein. L'ordre de subjectivité que l'analyste doit avoir en lui réalisé, à savoir la réduction de l'équation personnelle, de telle sorte que le moi s'efface pour laisser place au point sujet de l'interprétation, ce sont les termes propres de Lacan pour considérer ce travail qui doit s'opérer sur le transfert, et que d'une certaine manière, dont Ferenczi témoigne qu'il a eu du mal, on peut dire, à l'achever. Lacan souligne les qualités de Ferenczi en disant qu'il a été le plus tourmenté par le problème de l'action de l'analyste. Et cette dialectique de l'être et de l'action de l'analyste, souvent confondue avec le contre-transfert, quand transfert et répétition sont amalgamés, a été particulièrement mise en évidence chez Ferenczi, dans le Ferenczi de la première période, dans son texte Introjection et transfert, où il met l'accent sur le transfert comme absorption dans l'économie du sujet de tout ce que le psychanalyste présentifie dans le duo comme hic et nunc d'une problématique incarnée. Vous voyez que cette problématique incarnée, qui apparaît chez Lacan quand il compare Ferenczi, quand il parle de Ferenczi comme analyste dans le transfert, quand il le compare à un catalyseur. Le transfert lui-même n'est qu'un cas particulier de la tendance générale au déplacement du névrosé. Et on peut dire que cette définition de Ferenczi anticipe la définition lacanienne du transfert, considérée comme la mise en acte de l'inconscient. On peut dire que Ferenczi va jusqu'à attribuer la typtitude du transfert du névrosé à la quantité d'excitation résiduelle qui résulte de cette opération métonymique. Mais même si Lacan s'amuse de l'aveu que Ferenczi a cru devoir faire à son patient en fin d'analyse, du délaissement dont lui-même est en position de souffrir,
Ferenczi se plaignait d'une certaine manière du fait que, d'une certaine manière, le patient l'abandonnait dans cette fin de transfert. Bien, il lui reconnaît cependant le mérite d'avoir placé son action au cœur de l'être, l'analyste étant placé dans le transfert comme cause du désir. C'est ça la catalyse dont il parle. L'être de l'analyste n'a d'autre être que son manque à être, et donc c'est effectivement, on peut dire que Ferenczi a présentifié. Ce que Ferenczi n'a pas tout à fait pu décliner, même s'il ne l'a pas tout à fait négligé, c'est la participation de l'objet dans le transfert. Mais au lieu d'en respecter sa fixité, son hétérogénéité, on peut dire qu'il l'a noyé dans la relation intersubjective, dans cette introjection intersubjective, aboutissant à l'impasse d'une relation duelle. C'est ça qu'on voit tout au long de la correspondance, à certains moments. Une telle conception du transfert, note Lacan, aboutit à une conception unitive, où l'analyste devient consommation mystique d'une hostie imaginaire, note notre ami Merlet dans son article. Voilà, cette conception unitive du sujet enfin en question, elle pousse Ferenczi, on peut dire, à un mirage de la complétude du sujet qui effectivement accompagne un certain déni de la castration symbolique et effectivement qui est à la base de l'extravagance théorique dont effectivement notre ami Ferenczi va faire état. Par exemple, dans son délire biologique sur l'amphimixis, inventé par Ferenczi pour tenter d'inscrire l'acte sexuel dans un processus de régression généralisée dans la mère nature, métaphore de l'utérus maternel. Vous trouvez ça dans les lettres, dans le volume 1, 473, 475, et dans le volume 2, la lettre 572. Mais on peut dire que Lacan a pris Ferenczi au sérieux. Il a reconnu l'authenticité de son questionnement, il en a fait un passionné de vérité, mais pour autant, Lacan n'est pas d'accord avec les réponses proposées par Freud. En effet, on peut dire que effectivement, si Ferenczi a aperçu la dimension de résistance qui était du côté de l'analyste, tel que Lacan le dira plus tard, on peut dire Ferenczi a pu repérer la part imaginaire, moïque, dont l'analyste a à se défaire, il n'a pas repéré pour autant le réel qu'il incarne comme semblant d'objet en particulier, pour que l'analyse ne tombe pas dans une effusion terminale. Qu'est-ce que ça serait l'analyse ? Pour Suzanne Homel, l'objet A de Ferenczi qui est en question, c'est la théorie. Moi, je ne suis pas complètement convaincu par son analyse de la chose, parce que l'objet A, comme théorie, il faudrait en préciser un peu plus à ce moment-là la nature, parce que la théorie comme telle, certes, ça a été une partie sans doute de l'enjeu transférentiel avec Freud, mais c'est difficile de considérer que ce soit simplement un objet petit a, bien que ça pointerait, disons, la dimension de reste qui est présente à la fin de ce travail transférentiel, je ne sais pas comment l'appeler, de Ferenczi avec Freud. Il y a incontestablement des restes de l'opération Ferenczi-Freud. Est-ce que ces restes sont simplement les inventions de Freud ? C'est pas sûr. Sans doute sont-ils une manière qui ne sont pas simplement symptomatiques, mais une manière pour Ferenczi de traiter les impasses qu'il a rencontrées dans son travail analytique. Sans doute les tentatives d'en faire la théorie
appartiennent plus au reste de la construction transférentielle que les pratiques elles-mêmes qui trouvaient là une certaine justification. Mais il est incontestable que Ferenczi a su inventer un certain nombre de choses. C'est pas tellement la technique qu'il a inventée, parce qu'effectivement, j'allais dire que d'une certaine manière, par son élasticité, d'une certaine manière, il revient sur ce qui avait été le plus aigu de son invention, le plus pointu de son invention. Et il revient à ça pour, d'une certaine manière, retrouver ou garder le contact avec l'invention freudienne. On peut dire que Ferenczi, en tout cas, nous pose comme question celle de la marge de manœuvre, la marge d'invention, la possibilité que l'analyse donne comme invention dans la pratique et dans son rapport à ce qu'elle est comme théorie comme telle, comme théorie inventée par Freud. Et donc je crois que depuis, Lacan a porté les choses bien au-delà de ce que Ferenczi lui-même avait fait, puisque à un moment donné même, s'il peut dire que Freud a inventé la psychanalyse, il dira que l'inconscient est lacanien, par exemple, à un moment donné. Il dira aussi comment l'invention du sujet, comment un certain nombre de points théoriques et qui en même temps sont des instruments très forts de la pratique analytique ont été inventés par lui dans sa lecture de Freud. Voilà, je vais m'arrêter, j'ai sauté beaucoup de passages de ce que je voulais dire, mais enfin, voilà, je vais donner, en tout cas, les pistes de ce que mon intervention, qui effectivement cherchait à rendre compte de la manière dont on pouvait traduire ces inventions ferenciennes prises dans le transfert, dans ce transfert si particulier à Freud, dont la correspondance témoigne. Voilà, à vous la parole. Bien, écoutez, je souhaite tout d'abord effectivement remercier Jean-Daniel Mathé pour cet exposé qui, comme vous l'avez vu, soulève de nombreuses questions. Et bon, j'en ai retenu une, c'est vrai, la correspondance comme une analyse par écrit. La question, il semble qu'il donne une réponse en tout cas négative. C'est le transfert des corps et non l'écrit, et probablement ces écrits comme cause du transfert interminable, où il y a cette attente perpétuelle d'une nouvelle lettre et d'une nouvelle ponctuation. Évidemment que c'est quelques points qui, moi, m'interrogent plus particulièrement. Mais je voulais poser en fait une question, mais je sais pas. Il y a une lettre citée ici dans la préface, une lettre en fait de Freud à Jones, et où il lui dit, donc c'est en 29 mai 1933, Ferenczi vient de mourir, et il écrivait: Ferenczi avait la conviction que je ne l'aimais pas assez, ne voulait pas reconnaître son travail et que je l'avais mal analysé. Ses innovations techniques étaient en rapport avec cela. Il voulait me montrer de quelle façon aimante il faut traiter ses patients pour pouvoir les aider. Voilà. Freud, je ne sais pas ce que ça recoupe partie de ce que vous avez dit.
Voilà, c'est. Après, j'aurais. Oui, je pense que oui. En tout cas, c'est effectivement l'analyse que fait Freud là des raisons. Alors, est-ce que ça réduit tout? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est comme ça que Freud explique en tout cas le transfert interminable de Ferenczi, puisque au-delà de, c'est ça quand même qui est très particulier, puisque finalement Ferenczi à la fois est dans une espèce de tension comme ça permanente. Il essaye de s'arracher à Freud pendant des mois et des mois. Il ne va pas lui parler, il se fâche avec lui, il le boude, il lui tourne le dos, il se plaint de ne pas avoir été réélu par exemple à la présidence de l'IPA, alors qu'il avait été déjà pendant un moment, mais bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de permutation peut-être à l'IPA, donc effectivement c'était l'élection qui décidait bon. Et puis il y avait des manœuvres d'appareil, et en même temps Ferenczi est fatigué à la fin, donc, mais il ne reconnaît pas ça. Mais la manière dont Freud en parle, évidemment, donne une idée très précise de la chose. C'est-à-dire, il considère, et ça je pense que l'ensemble de la correspondance en témoigne, il considère effectivement que Ferenczi n'a eu de cesse que de se faire aimer de Freud, de se faire reconnaître par Freud. Mais j'ai envie de dire, je reviens à la question que je posais tout à l'heure. C'est toujours un petit peu compliqué. C'est vrai que probablement c'est le ressort de son rapport à Freud, mais Freud est l'inventeur de la psychanalyse, et donc au-delà de son transfert, c'était sans doute un peu compliqué de pas être dans j'allais dire, on voit bien le parti qu'a pris Lacan par exemple. Ceux qui m'aiment encore, a-t-il dit, après la dissolution de l'école freudienne de Paris, hein, ceux qui m'aiment encore. C'était effectivement, d'une certaine manière, l'idée qu'il y a un reste d'amour quand on a fait une analyse, ou quand et qu'il y a un reste d'amour, et que c'est avec ce reste d'amour-là qu'on fait une école. Et donc, moi je suis très frappé de ça. Ça m'a toujours beaucoup interrogé, surtout quand j'étais jeune analysant. Alors là, je dois dire que je m'en suis pas remis. Le tas, les milles de Lacan à l'époque dont j'étais, effectivement, il venait de dissoudre l'école freudienne de Paris, comme j'étais un peu gauchiste à l'époque et tout, je trouvais ça formidable. On fait la révolution, on casse tout, casse la baraque, et à peine il organise une espèce d'assemblée populaire, il faut lui écrire ce qu'il aime encore. Et à peine il fait ça qu'il dit qu'il va faire une autre école. Alors là, j'étais sidéré. Et effectivement, je crois que, a posteriori, évidemment, j'ai bien compris que, et pour Lacan, il était pas question, effectivement, de nier l'intérêt ou l'importance de l'institution analytique. Il s'agissait effectivement de tenter d'en maintenir, d'une part le caractère vivant et d'autre part l'orientation. Et effectivement, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est évidemment une lecture qui continue à nous occuper, et que à l'école de la cause freudienne, dans les écoles du champ freudien de la MP, évidemment, on n'a de cesse que de tout le temps remettre sur le métier ce qui nous lie, ce qui fait le transfert, ce qui fait nos habitudes. On peut, à certains moments, on peut considérer qu'on est un peu agité, mais je pense effectivement que c'est à ces conditions-là que le discours analytique a quelque chance, c'est même pas garanti, mais a quelque chance de continuer à pouvoir exister, à pouvoir être repris par les uns et les autres. Parce qu'autrement, évidemment, et c'est ce qu'on a aperçu avec Freud, on voit bien comment il est embarrassé, Freud, avec ses histoires de rivalité entre les analystes. Il ne sait pas comment faire, il dit du mal des uns des autres lui-même, il est obligé d'arbitrer des trucs. Alors à certains moments il dit mais non, il n'était pas si méchant que ça, il est pas mal, et puis bon, et c'est infernal comme histoire. Et donc la seule manière qu'il a eue, c'est de consolider le truc. Il y a un chef d'église, et puis c'est une église qui va essayer de faire tenir ensemble les différentes chapelles. Bon, on voit bien que Lacan a trouvé une autre formule, lui, à la chose. Mais elle est pétrie, sa formule, de tout ça, de cette histoire-là.
C'est pour ça que ça a un intérêt la correspondance aussi. Parce qu'effectivement, on y voit tout ça à l'œuvre, ce nouage spécial entre effectivement les transferts, disons, le transfert et l'institution analytique. Et moi j'ai trouvé ça, de ce point de vue-là, très enseignant. On pourrait d'ailleurs, en fait, vous parler, je te donne tout de suite la parole, on pourrait parler juste en fait, quand il y a tous ces problèmes avec les uns et les autres, et il y a des moments où il ne répond pas. Et on pourrait pratiquement aussi parler des silences, en fait, de Freud. Les silences quand il ne répond pas à ces longues lettres de Ferenczi, de plus en plus longues, de plus en plus qui demandent des réponses, et Freud ne répond pas. Voilà. Mais la fin de la vie, c'est le contraire. C'est Ferenczi qui ne répond pas. Absolument. Non, c'est tout à fait, c'est tout à fait intéressant de voir les nuances. Alors évidemment, c'est des épistoliers d'un type particulier, c'est-à-dire ils n'avaient pas la plume dans leur poche, ils écrivaient facilement. Bon, mais et puis c'est une époque où on écrivait sans doute plus, peut-être qu'aujourd'hui, encore que. Mais on voit toutes les nuances de la relation qui se joue dans ces lettres, et c'est ça qui est très amusant. Je l'ai cité tout à l'heure pour les en-têtes, mais c'est pour beaucoup de choses. On voit comment Freud nuance ses interventions. Ça peut être de la colère où il balance les trucs avec une violence absolument inouïe. C'est inouï à certains moments. Il balance. Véritablement, il dit à l'autre ses quatre vérités. Et ça suffit comme ça. Et puis à d'autres, au contraire, où il prend beaucoup de gants, de précautions, où il joue de la tierce personne, quand même. Ce qui fait comme coup à Ferenczi, quand même. Il écrit à Gisela, alors qu'ils sont en train c'est quand même très très compliqué, il a la fille en analyse, il écrit à Gisela pour lui dire qu'elle est formidable, et en même temps il dit à Ferenczi, oh vraiment, je ne crois pas du tout à votre truc, c'est vraiment, ça n'a aucune chance d'aboutir, c'est très amusant, il joue d'une certaine équivoque, autant que ce soit possible par l'écrit, parce qu'évidemment, c'est ça le point qui me paraît le point très important, c'est qu'effectivement, l'écrit, d'une certaine manière, quand il n'y a pas la parole, ça réduit l'équivoque. Ça réduit l'équivoque, ou au contraire, on peut dire, au contraire, ça la développe, mais sans que justement on puisse jamais tout à fait en jouer, puisqu'évidemment c'est écrit. Donc, puisque justement, quand on fait une interprétation et qu'elle joue de l'équivoque, il faut l'écrit d'une certaine manière pour comprendre que c'est une équivoque, mais c'est pas quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est dit. Je voulais juste encore, François, je te donne la parole tout de suite, je voulais juste dire encore, si j'y arrive à te donner la parole. Alors, c'est en fait, en 1910, Freud fait un article sur le sens opposé des mots originaires. C'est un article assez important, c'est pendant d'ailleurs qu'il correspond, il en parle à Ferenczi. Et alors, j'ai regardé le fameux mot dont nous avions parlé la dernière fois, puis c'était le mot tact. Et je voulais juste vous dire qu'en fait, ce mot pourrait être effectivement des deux côtés, comme ça, puisqu'il dit en même temps, donc en 1769, il dit, donc c'est dans le dictionnaire historique de la langue française, juger rapidement sur de faibles indices, ce serait le sens du mot tact, notamment en ce qui concerne les usages du monde et les convenances. Voilà, donc faibles indices. Et en 1835, en fait, le sens c'est plutôt délicatesse et doigté. Donc voilà, on pourrait dire en fait sur ce que le mot représente. Mais je vais donner la parole à François Ansermet. Donc merci beaucoup pour cet exposé qui propose une méthode de lecture d'une correspondance qui est très, ça donne vraiment envie, quoi. C'est-à-dire que de le lire comme ça, en disant que ce débat analytique qui est en jeu est une méthode, au fond, peut-être révélée par certains débats actuels de façon nouvelle et particulière, parce qu'autrement on pouvait le lire plus théoriquement. Enfin. Alors par rapport à ça, je me disais,
c'est vrai qu'il y a un double intérêt à cette lecture que moi je vois après ton exposé. Un côté, c'est ce que je constate dans chacune de ces correspondances, c'est-à-dire le côté de Freud qui pousse ceux qui sont avec lui à aller dans des zones où il a besoin de leur exploration. C'est-à-dire qu'il y a un côté, je me souviens de ce livre très ancien d'un collègue chéri qui s'appelait Géographie du champ freudien. Et je trouve qu'il y a un côté géographie du champ freudien, c'est-à-dire c'est un historien en fait de la théorie analytique qui a fait des travaux très intéressants et puis ensuite a arrêté ce champ. Et il dit chaque élève de Freud va explorer des points particuliers et on lit Freud comme poussant quelqu'un à faire cette exploration. C'était très frappant chez Jung, c'est aussi très frappant chez Ferenczi autour de l'acte, de la résistance, de l'élasticité et de l'amour et des passions transférentielles. Et après, Ferenczi produit des théories, l'hypocrisie professionnelle, enfin toutes sortes de choses, et puis Freud dit oui ou dit non, prend ou ne prend pas dans son élaboration. Deuxième point, donc c'est pousser l'autre à l'exploration des zones inexplorées de la géographie du champ freudien. L'autre, alors qui trouve très présent dans la ahurissante correspondance Freud-Ferenczi, c'est comme tu l'as dit, le contre-coup du désarroi de l'acte analytique. C'est-à-dire qu'il y a un versant qui est passion transférentielle, et puis l'autre versant qui est le réel enjeu dans l'expérience. Et alors, cette correspondance, elle est en tension entre les passions transférentielles qui brouillent les pistes, et puis ce réel enjeu dans l'expérience qui est tout à fait présent. Et là, je me disais, à les lire, on se dit, est-ce que c'est un réel rencontré, c'est-à-dire comme reste du processus d'exploration, ou c'est un réel produit par l'opération. C'est-à-dire, et ça me semblerait un enseignement d'une correspondance, puisqu'on aurait inscrit quelque chose que personne n'a, parce que finalement une analyse, on a peut-être le témoignage de l'analyste sur le pas de l'analysant à l'analyste, mais on n'a pas la matière même dans les mots, même s'ils ne sont pas dans l'équivoque, etc., autour de ce traitement du désarroi mis en jeu par l'expérience analytique. Sans doute, je ne vais pas répondre à la question, parce qu'effectivement, il faut probablement le laisser comme question. Donc, il faudrait reprendre ça avec cette piste, mais c'est une piste très intéressante. Ce qu'on peut dire quand même, ce qui m'est sensible, c'est effectivement le rapport de Ferenczi à la médecine. C'est un rapport fort. Il rentre dans la psychanalyse avec ça, il est un clinicien convaincu, et on peut dire qu'il est agacé au début de sa pratique, on en trouve des témoignages, il est agacé par le fait effectivement du manque de rigueur de ses contemporains sur les questions cliniques. Donc quelqu'un qui a un rapport au réel comme impossible à supporter, qui est spécial, déjà. Et puis, après, d'une certaine manière, c'est quand même troublant de voir comment ce type, qui était plutôt, j'allais dire, bien orienté dans son milieu professionnel, puisque finalement un médecin qui, un chercheur qui voulait apporter sa contribution dans les questions cliniques, est complètement, j'allais dire, brouillé, désorienté par le transfert. Parce que quand même, je veux dire, même si effectivement... Alors, en tout cas, c'est l'effet que nous donne la correspondance. Parce qu'effectivement, malgré tout, si on prend la liste de ses travaux, il est peut-être plus orienté qu'il n'y paraît. Mais qu'il n'y paraît dans la correspondance. Mais dans la correspondance, effectivement, la passion transférentielle gomme effectivement cet aspect de pertinence comme ça. Alors, est-ce que, au-delà de la difficulté qu'a eu Freud à obtenir quelque chose de Ferenczi, au-delà du fait que Ferenczi lui-même n'a pas tout à fait obtenu ce qu'il attendait de Freud,
eh bien, effectivement, est-ce qu'on peut dire que là, c'est dégagé, a été produit un type de réel, comme tu le dis, qui peut-être, effectivement, fait l'originalité de cette correspondance et que finalement, on pourrait dire Lacan a saisi. Hein, parce que Lacan, il a saisi quelque chose là. Alors, il n'a pas saisi la correspondance, qu'elle n'était pas accessible. Souvenez-vous, c'est Baline qui négociait avec justement avec Gisela, etc. dans les années 60. Hein? Il a lu à travers Jones. Il a lu à travers Jones. Jones avait des extraits de la correspondance. Ouais. Et Lacan, il a eu accès à travers Jones. Peut-être des extraits, et puis il a lu les textes, parce que quand même. Surtout les textes. Voilà, je veux dire que c'est surtout sur les textes qu'ils s'appuient, sur les hein, puisque finalement dans la correspondance, on trouve quand même beaucoup d'allusions aux différents textes. Oui. C'est pour ça que ça brouille un peu d'ailleurs, disons, l'apport théorique de Ferenczi, parce que la Passion transférentielle. C'est vrai que lorsque vous avez fait le rapport entre l'élasticité de la technique, ce texte, oui, et puis Lacan, on aurait voulu savoir un peu plus, parce que Lacan lui-même n'a jamais écrit sur la technique, sur sa technique, et en même temps, on sait bien que Lacan, c'est le grand maître de l'élasticité technique. Et puis, ça a évolué pendant sa vie. La technique de Lacan au début, complètement différente de la technique de Lacan à la fin. Bon, là, on échappe peut-être un peu à la correspondance. Non, il faudrait voir si le terme d'élasticité concernant la pratique de Lacan convient. Parce que, disons qu'il a utilisé une grande liberté, oui, disons, dans son approche des standards, dans son traitement de la relation avec l'analysant, dans sa pratique interprétative, dans sa pratique de scansion. Il a une grande liberté. Je ne suis pas sûr que ça corresponde tout à fait à la dimension d'élasticité dont parle Ferenczi. Oui, certainement, d'autant plus que pour Ferenczi, c'était surtout verbal. Voilà. Ce qui est très intéressant chez Ferenczi, c'est qu'il a cette passion par la vérité, et en même temps, son élasticité, c'est une grande remise en question de la vérité de l'analyste. C'est pas ? C'est ça. Une technique de la relativisation perpétuelle. Voilà. Alors, donc, je crois que c'est le point d'ailleurs que relève Lacan, c'est effectivement la contribution la plus importante de Ferenczi, paradoxalement. C'est effectivement le retour sur ce qu'il peut dire de l'analyste, ce qu'il a pu construire comme finalement théorie de l'analyste. Et c'est là où il est le plus riche. Oui, et comme vous avez dit, il y a un moment où il parle de la résistance de l'analyse. Voilà, absolument, comme résistance. C'est là qu'il y a un mouvement, on pourrait dire, d'un réel rencontré, un réel produit. Voilà. Dans la confrontation avec Freud, et aussi peut-être dans sa reprise par Lacan. Voilà. Parce que là, d'un côté, il y a l'élasticité chez Ferenczi, chez Lacan, c'est plutôt la culture. Voilà. Et en même temps, Freud ne voit pas trop cet aspect-là des choses. Il l'aperçoit dans le dernier texte, dans L'infini infini, quand il rend hommage finalement à la technique de Ferenczi, et il considère qu'il y avait plus de choses à y lire que ce qui a été lu. Bon, je crois qu'il avait été très intoxiqué entre guillemets par le discours de Jones aussi, hein, qui vraiment là avait. Hein, et Huntington aussi, oui, qui étaient les luttes de pouvoir et sans doute aussi. Voilà, ils ne se supportaient pas, je ne sais pas quoi. Mais on peut entendre, excusez-moi juste, on peut entendre aussi élasticité par Lacan, comme effectivement, comme quand Freud dit les obéissants, ceux qui m'ont trop obéi, qui ont pris les choses. Et en fait, Lacan, lui, rompt avec les post-freudiens qui sont trop obéissants aussi. Enfin. Mais après le passage que tu nous as lu tout à l'heure, on pourrait dire d'une certaine manière que ce qui est d'abord élastique, et ce passage que tu as lu le prouve en somme, c'est les rapports de Ferenczi à Freud. Et il prend acte en somme de ce rapport. Le passage que tu disais, je trouvais était assez exemplaire. On voit que c'est la résultante de son travail, elle est calquée sur son rapport à Freud, hein, 42-5. Et au fond, si Lacan a réussi à faire quelque chose peut-être d'un peu plus, c'est d'aller jusqu'au point où dans l'acte analytique on fait péter l'élastique, où on arrive à empêcher quelque chose qui s'éternise au fond, non ? Il a essayé.
Il a essayé. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? On va devoir rendre la salle, je crois. Hein, c'est ça? On doit arrêter? Ça va? Pas si encore. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier donc Jean-Daniel Maté et vous d'être venus ce soir. Vous dire que la prochaine donc a lieu le 28 janvier, c'est ça? 21 janvier à 19h, et que la personne qui sera à la table c'est Falseder. Falseder, c'est un des responsables, un des co-responsables de la traduction. Voilà, de la correspondance avec les autres. Puis, toutes les notes. Voilà, ah voilà. Et je voulais aussi vous dire que le même jour que ces fameuses lettres, hein, il y avait, si vous achetez la correspondance entre Freud et Ettingen, maintenant qu'on est parti, le même jour, le 15 janvier, il y a une lettre en fait de Freud à Ettingen qui concerne la Suisse, et où il lui dit en fait le groupe suisse est sorti, et parce qu'en fait ils étaient contre l'analyse profane, et il dit en fait c'est incroyable, enfin bon là je vous cite de mémoire parce que si je retrouve le papier, et il lui dit en fait les Suisses ils n'en ont pas fini avec la libération de leur pays par rapport aux Autrichiens. Voilà, c'est juste pour terminer sur une note un peu d'humour. Maintenant 21 janvier à 19h avec Fassel. Et encore merci à Jean-Daniel Maté d'être venu. Malgré ses nombreux. Donc, tu as